Bien, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation pour cette deuxième table ronde, dont l'idée initiale était de pouvoir en effet confronter un petit peu les regards entre guillemets des praticiens, en tout cas celles et ceux qui animent les territoires, qui pilotent des organisations, des groupes dont les statuts sont variés, pour imaginer de façon collective, selon des voies et moyens particuliers et contextualisés, des modèles, en tout cas des façons de procéder pour répondre à un certain nombre d'enjeux et de défis territoriaux. Dans cette logique, je crois qu'il est important que nous soyons avec un point de départ à peu près commun. Le premier constat, c'est que quand on regarde les différents territoires, tous nos territoires sont à la recherche d'une logique de performance qui couvre les différents volets, que ces volets soient économiques, on va appeler ça la compétitivité, qu'ils soient sociaux, on va appeler ça plutôt la cohésion sociale, environnementale, et je rajouterais paysagère, car c'est une dimension extrêmement importante aujourd'hui par rapport à l'identité même des territoires, et puis enfin territoriale, qui véhicule à la fois le principe de l'image et l'identification des territoires par rapport à la compétition que ceux-ci nourrissent entre eux, mais aussi qui s'attache à pouvoir identifier les dispositifs de gouvernance, d'alliance, de positionnement respectifs des différents acteurs qui font vivre et qui dynamisent ces différents territoires. Et donc, très clairement, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur nos différents territoires, on peut poser l'hypothèse que l'innovation territoriale constitue ou pourrait constituer un levier de création de valeur et de valeurs qu'on va conjuguer au pluriel. Ça veut dire qu'il nous faut peut-être partir pour entamer un petit peu notre discussion de, je dirais, une ou deux définitions qui soulèvent toute une série de prérequis ou en tout cas d'intentions qui véhiculent les dynamiques d'innovation. La première est issue du livre vert de la Commission européenne, dans lequel on s'attache à identifier ce qui peut être nouveau dans des domaines économiques et sociaux, et surtout d'offrir des solutions inédites par rapport à des problèmes ou par rapport à des situations problématiques rencontrées sur différents territoires. De telle façon qu'on puisse, de façon plus pertinente, répondre aux besoins des populations et des territoires. La seconde définition, c'est l'idée d'une construction originale, située dans le temps et dans l'espace, et qui ensuite mérite un dialogue entre l'individu et la société, le collectif, et dont les effets manifestement vont dépendre des éléments de contexte. Ça veut dire qu'on va s'attacher, à travers cette deuxième définition, non pas tant à l'intention et aux résultats attendus, mais beaucoup plus au processus qui est engagé. Et je voulais juste poser ceci pour que nous soyons dans ce cadre de réflexion. C'est-à-dire ce qui va un petit peu nous guider dans la réflexion, et ensuite je vais tout de suite céder la parole à nos différents contributeurs de ce matin, c'est essayer de répondre aux trois questions de Pierre-Charles d'hier matin. La première, c'était quel sens donnons-nous à l'innovation ? La seconde question, il nous invitait à réfléchir aussi aux facteurs déclenchants ou les facteurs d'influence sur cette dynamique d'innovation. Et la troisième perspective à laquelle il nous invitait, c'était d'essayer de repérer les mécanismes de diffusion. Eh bien, on va essayer modestement entre nous d'essayer d'identifier ça en répondant à trois questions. La première, c'est quelle est la raison d'être même de l'innovation territoriale dans vos différents contextes et de votre point de vue à la fois institutionnel mais aussi politico-stratégique.
pour essayer de comprendre l'émergence et l'opportunité d'innovation. En un mot, comment les logiques d'innovation telles que je les ai présentées constituent des points d'appui pour enclencher une dynamique particulière. La deuxième question, c'est, on va essayer d'illustrer concrètement, on va essayer de repérer à la fois l'esprit et les méthodes qui ont irrigué la mise en œuvre d'innovations tangibles et palpables aujourd'hui, même si celles-ci vont se déployer au fur et à mesure. Et puis enfin, on va bien sûr s'attacher à la troisième question, puisque c'est très bien de lancer cette dynamique-là, mais dans quelle mesure peut-on aujourd'hui avoir quelques éléments d'appréciation des effets, entre guillemets, de l'innovation territoriale, et qui sont à la fois des résultats en termes de services rendus, mais aussi en termes d'impact ou de traces d'impact sur les territoires et les populations, ou des dynamiques lancées ici. Voilà en gros le cadrage que je souhaitais proposer aux uns et aux autres. Et donc nous allons, alors que je vais revenir ici, on va inviter nos différents intervenants à répondre à ces trois questions. Donc nous commencerons par Guy-Pierre Sachot, qui représente le groupe La Poste. Et donc nous allons le solliciter sur la façon dont le groupe La Poste engage cette dynamique d'innovation et quels sont les registres sur lesquels le groupe La Poste est amené à se positionner, et les illustrations viendront faire écho à ce qui se passe à l'Aglo de Pau. Et donc Thierry Ambrosini reviendra en ayant le regard d'une communauté d'agglomération dans ce dialogue avec le groupe La Poste, mais aussi avec d'autres partenaires et parties prenantes par rapport à toute la dynamique que je viens d'évoquer. Donc on sera plutôt là sur une logique de saisine d'opportunités permettant ou favorisant la rencontre d'intérêts communs et d'assemblage progressif de solutions imaginées dans un contexte donné, dont l'esprit pourra être peut-être qualifié, mais vous aurez à le dire, d'innovant, et on verra dans quelle mesure ceci est innovant. La deuxième perspective à laquelle on va s'inviter, c'est de partir, alors, d'opportunités, mais surtout de menaces, en tout cas de remise en cause significative de ce qu'on va appeler un modèle économique sur un territoire donné, et là aussi d'imaginer comment, à l'initiative d'un département, et c'est pour cela que ce sera David Orr qui viendra initier cette introduction au débat et à l'échange, comment embarquer un certain nombre d'acteurs dans la façon de pouvoir mettre à distance, d'une certaine façon, la puissance publique, mais tout en gardant un rôle de régulation majeur par rapport à un contexte et par rapport à des territoires, mais je ne vais pas déflorer plus loin ceci. Et puis, je demanderai donc à Rémi Orlin, qui représente le groupe Caisse des dépôts, qui est partie prenante de plein de chantiers d'innovation et de transformation des territoires, mais je serai amené donc à vous passer la parole dans ce premier tour de table pour voir un petit peu à la fois la façon dont le groupe La Caisse et en particulier les différentes localisations territoriales s'engagent auprès des collectivités locales, mais aussi de l'ensemble des acteurs des territoires, dans cette combinaison entre la dynamisation économique, mais aussi la prise en compte de ce que l'on appelle aujourd'hui la cohésion sociale et territoriale. Et donc nous aurons déjà ce premier tour de table, et puis ensuite nous prendrons du temps de l'échange et du débat, et je reviendrai éventuellement sur quelques conclusions intermédiaires de nos échanges. Donc sans plus tarder, Guy-Pierre, je vous donne le micro. Voilà,
temps que le temps que le support apparaisse à l'écran. Oui, je vais prendre. Super. Très bien. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis en charge du développement territorial au sein du groupe La Poste, ce qui est une construction assez récente. C'est une direction qui n'a que 4 années et qui est issue d'une direction qui auparavant s'occupait des affaires territoriales. Si je prends le temps d'évoquer ça, c'est parce qu'entre les affaires et le développement, vous voyez bien qu'on est en train de changer un peu d'orientation. Gérer les affaires territoriales à la Poste pendant 10 ans, c'était gérer le mécontentement d'un certain nombre de parties prenantes, et notamment d'élus, lorsqu'il s'agissait d'échanger avec elles dans un discours souvent à sens unique sur les raisons pour lesquelles il fallait modifier et réduire la présence postale. Ça nous a beaucoup occupés pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, on parle de développement parce que le sujet de l'entreprise, c'est pas simplement de se rétracter en accompagnant la diminution d'un certain nombre de ces activités. Nous avons appris au fil de ces années quelque chose qui, pour nous, était impensable. Nous qui sommes sans doute l'une des plus vieilles, sinon la plus vieille entreprise de France, puisqu'on fait remonter l'origine de la Poste à Louis XI. Nous avons appris, nous savons maintenant, parce qu'il y a des exemples dans le monde, nous savons que nous sommes mortels. Nous savons que nous pouvons disparaître. Il y a en Europe des pays qui n'ont plus de poste. Et quand on sait qu'on est mortel, le premier sujet, c'est la survie. Donc je vais essayer dans cet échange sur l'innovation de vous expliquer en quelques mots ce que sont les enjeux du groupe La Poste, ce qu'est notre rapport à l'innovation. Je le ferai très vite avec des illustrations qui sont plus des images. Et puis je m'arrêterai sur un exemple de nouveaux services et donc sans doute aussi d'innovation que je crois réussi et qui est très récent puisque c'est un projet qu'on a conduit et qu'on a mené à terme et qui vit maintenant. On a fait ça en 4 ans, en moins de 4 ans. Alors, un point quand même, c'est quoi La Poste et cette phrase résume l'ambition stratégique de La Poste pour dire qu'au fond, ce qui est sans doute, en termes d'actifs, la composante la plus essentielle de l'entreprise, c'est l'humain. La Poste, ce sont d'abord des femmes et des hommes. C'est aujourd'hui, dans le monde entier, un peu plus de 245 000 personnes, dont 210 000 en France. Et ce sont eux qui font la valeur de cette entreprise de réseau qui est un actif de la puissance publique. Alors évidemment, il n'y a pas que des personnes sur le territoire, il y a aussi un peu de matériel, des plateformes industrielles, il y a des véhicules, il y a des systèmes d'information, il y a un maillage très serré, très fin de points de présence postale, il y en a 17 000 sur l'ensemble du territoire. Et cet actif, il a été constitué au fil des temps par une entreprise publique détenue par l'État et la Caisse des dépôts et consignations, qui sont les deux seuls actionnaires, c'est un capital fermé donc de La Poste. Et donc cette entreprise, elle appartient à la nation. Elle a été constituée, elle a été façonnée, et les réseaux dont elle dispose, leur raison d'être, c'était d'acheminer chaque jour le courrier, la presse, le colis, et d'apporter des services financiers dans les territoires. Le dimensionnement de ces réseaux résultait du besoin du pays, des entreprises, de la population en matière de services postaux. Et donc ce dimensionnement, lui, il est relativement rigide, comme toute structure de réseau. Ce n'est pas quelque chose qu'on bouge facilement. Quand on a implanté une plateforme industrielle quelque part, on ne la déménage pas ou on ne la vide pas en quelques jours. Et donc la question à laquelle la Poste se trouve confrontée, alors je vais passer assez vite sur cette slide où j'y reviendrai tout à l'heure, mais la question à laquelle la Poste se trouve confrontée et les enjeux qui sont les siens aujourd'hui dans la lutte d'une certaine manière pour sa survie, c'est de savoir comment, à partir des actifs existants,
que sont tous ces réseaux de distribution, ce maillage territorial, une banque. Comment on arrive à faire passer sur la bande passante disponible tous ces flux de trafic qu'on a perdus, comment on arrive à faire passer sur cet outil-là de nouveaux services? Autrement dit, comment on arrive à transformer l'entreprise et ses contenus de service pour assurer sa pérennité? Alors cette problématique, cette question se pose de façon différente selon les branches d'activité. Alors il faut que je vous parle un instant des branches. Donc je reviens un tout petit peu en arrière pour dire c'est quoi la Poste aujourd'hui. Aujourd'hui, la Poste, ce sont 5 branches d'activité, dont une branche historique qui reste toujours la branche principale de la Poste. On l'appelle la branche service courrier colis, mais en réalité, son contenu opérationnel, c'est encore à 80% une activité de courrier, mais qui a elle-même fortement diminué ces dernières années. Je ne l'ai pas rappelé dans les tableaux qui vont suivre, mais en 2008, qui était l'année où la Poste a distribué le nombre le plus élevé de plis, elle en a distribué 18 milliards. 18 milliards de plis distribués par la Poste en 2008. Quand je parle de plis, il s'agit d'objets plats de moins de 2 kg que le facteur peut mettre dans une boîte aux lettres. Ce n'est pas des petits colis, ce n'est pas du colis, c'est 18 milliards. L'année dernière, donc on est en 2017, moins de 10 ans après, on est à moins de 12 milliards. 18, 12. Imaginez ce que serait l'état des finances d'une régie communale de distribution d'eau si, en 10 ans, les volumes facturables avaient diminué d'un tiers. Alors que le réseau est toujours là, le facteur il continue toujours de passer, l'outil industriel est toujours là. On est sur des structures de coûts qui sont des coûts fixes, qui sont peu variables par définition. Et donc quand le volume facturable diminue et que les coûts fixes restent élevés, mécaniquement, on atteint à un moment donné le point mort et le moment où l'entreprise risque de disparaître. Et donc tout l'enjeu de la Poste, c'est de réussir à se diversifier tout en continuant à assurer ses missions d'intérêt général, ses missions de service public. Il y en a 4. J'y reviendrai si vous me le demandez, sinon je ne creuse pas davantage. C'est de réussir à le faire pour répondre aux obligations qui lui sont fixées par le législateur et en même temps de ne pas disparaître, donc d'aller chercher d'autres sources d'activité, d'autres sources de revenus. Donc la transformation et l'innovation, on va aller progressivement sur ce sujet d'innovation, sont, j'allais dire, une ardente obligation pour la Poste. Sinon, elle est condamnée à disparaître. Alors, on voit déjà des traces de cette innovation dans cette présentation même de la Poste, qui est assez originale, puisque, vous le voyez, il n'y a pas simplement une branche service qui fait un peu moins de 50% du chiffre d'affaires. On a Géopost. Géopost, c'est l'activité de transport de colis à l'international et d'express. Géopost, c'est déjà presque 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et on va le voir, mais Géopost, son sujet, c'est l'Internet, ou plus exactement, les conséquences de l'arrivée du numérique dans le monde de la consommation. Et Géopost, son sujet, c'est l'international. Parce que quand on travaille avec Amazon, Amazon, lui, à l'échelle européenne, la frontière de la France, ce n'est pas son sujet. Il a envie d'avoir un seul opérateur avec qui discuter pour distribuer des colis partout en Europe. Vous imaginez, pour Amazon, s'il faut engager des discussions avec chacun des opérateurs dans chacun des États membres, sa croissance en est forcément limitée. Voilà, donc on a une marque ombrelle qui s'appelle DPD, et derrière DPD, on a en fait des tas d'opérateurs dans des pays en Europe, et derrière, l'objectif de la Poste, c'est de devenir progressivement l'opérateur majeur en Europe de la distribution de colis en B2C, c'est-à-dire de l'entreprise vers le particulier, qui est un marché en très forte croissance. Vous voyez, rien que sur le chiffre d'affaires, l'année dernière, c'est plus 8%. Beaucoup d'entreprises qui aimeraient avoir une croissance de chiffre d'affaires de 8%. Avec une difficulté quand même sur Géopost, c'est que les volumes explosent, mais les marges, elles, se réduisent puisque la concurrence est très très rude. Vous connaissez tous les DHL, TNT, etc.
Et donc, le seul moyen de progresser en résultat, c'est de faire du volume, puisque les prix sont, on le disait hier, hein, on négocie, et les chargeurs négocient et échangent d'opérateurs à 1 centime le colis. Donc, les discussions sont très rudes. Notre troisième activité principale, c'est la banque postale. Hein. La banque postale à la Poste, c'est très récent. Elle a été créée en tant que banque en 2006. Et au départ, sur une offre de service extrêmement réduite. Et tout l'enjeu de la banque postale, c'est de devenir une vraie banque, donc avec une offre de service qui s'adresse pas seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises, etc. Et puis le réseau qui est l'endroit où on distribue, et le numérique dont on reparlera tout à l'heure. Pour chacune de ces branches, il y a des enjeux qui sont liés à leur marché, qui sont spécifiques. Je ne reviens pas sur la diminution des volumes courriers, je ne reviens pas sur l'essor du e-commerce. Pour Géopost ici, ce que je vous ai fait apparaître simplement, c'est la croissance des volumes confiés par les chargeurs pour la distribution aux particuliers sur les 4 dernières années en Europe. On est passé d'un marché de 400 milliards à 600 milliards. C'est 50% de croissance en 4 ans. Et nos prévisions disent qu'on va continuer comme ça, à progresser à un rythme très soutenu pendant encore au moins 5 à 10 ans. Pour le réseau de la Poste, le sujet, c'est en réalité indirectement le numérique avec une baisse de la fréquentation et pour la banque, des sujets un peu plus techniques, on pourra y revenir, mais qui sont liés au taux d'intérêt et qui font que, in fine, pour la Poste, les enjeux, alors ça c'est un focus particulier sur la transformation numérique, j'aurai l'occasion d'y revenir, et puis on en reparlera peut-être avec Thierry Ambrosini à propos des travaux qu'on mène à Pau. Mais pour la Poste, le sujet c'est de se transformer, et paradoxalement c'est se transformer pour rester soi-même. C'est-à-dire que si la Poste, opérateur public national en charge de missions d'intérêt général, veut pouvoir continuer à exercer des missions d'intérêt général, paradoxalement il faut qu'elle exerce des missions nouvelles. Parce que le système postal est un système de péréquation. Il faut savoir que l'exercice des missions d'intérêt général de la Poste, aujourd'hui, est tout autant financé par les clients de la Poste, et donc les marges qui sont dégagées sur les activités concurrentielles, que par l'État. D'ailleurs, il y a très peu d'activités d'intérêt général que la Poste confie à l'État qui sont payées sur le budget de l'État. Il y en a 2 seulement, et à des niveaux inférieurs aux coûts engagés. La première mission, c'est l'aménagement du territoire, à travers un fonds de compensation, et en réalité, derrière l'État, c'est les collectivités locales qui assument ce financement. Et la deuxième mission, c'est la mission de transport et distribution de la presse, qui fait l'objet d'une compensation budgétaire. Je dis une bêtise, il y en a une troisième, c'est sur l'accessibilité bancaire, où il y a aussi une compensation budgétaire, mais à un niveau inférieur. Le service universel du courrier, lui, ne fait pas l'objet de compensation, puisqu'on considère que c'est la rente de monopole qui finance... qui contribue à l'équilibre de l'exercice de cette mission. Donc, rester soi-même et donc rester un acteur de la mise en œuvre de politiques d'intérêt général. Et ça, on va le voir tout à l'heure, une demande forte de la société. Se transformer pour rester soi-même, c'est aussi... 3 minutes, oui, je vais aller vite. C'est aussi contribuer à des transitions majeures parce que la Poste maille tout le territoire. On identifie nos 4 grandes transitions, que je cite ici pour l'exemple, hein, sociale, écologique, territoriale et numérique. Et on attend de la Poste qu'elle soit un acteur de ces transitions au service de l'ensemble de la société, en mobilisant l'ensemble de ses actifs. Alors, c'est quoi ces actifs? Les actifs de la Poste, on a essayé de les schématiser sur ce schéma pour dire tout ce que l'on peut mobiliser au service de l'innovation, mais au service aussi de la vie quotidienne de l'entreprise. Donc c'est sa force de frappe omnicanale, c'est tout le savoir-faire sur la sécurité et la protection des données, c'est la relation aux usagers, des solutions de logistique, j'y reviens pas, les actifs immobiliers, des plateformes et des interfaces numériques, son positionnement de tiers de confiance et la proximité territoriale. Et quand on active l'ensemble de ces actifs, alors on a des solutions d'innovation, des solutions un peu nouvelles. Donc je vous en ai mis ici quelques-unes pour illustrer, qui ne sont pas forcément très connues du grand public, mais parce que j'ai découvert hier que certains d'entre vous ignoraient qu'on pouvait, par exemple, désormais, passer l'examen théorique du permis de conduire, le code de la route, à la Poste. Alors c'est une des innovations sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, mais vous voyez, c'est un nouveau service qui s'appuie sur l'ensemble des actifs dont je viens de parler. Dans les innovations de procédés, des choses
qui font parfois les titres de la presse, comme la livraison par drone, qui est testée à titre expérimental, mais quelque chose qui est peut-être, à mon sens, plus prometteur, même si la presse en parle moins, c'est la livraison assistée par robot. On a ici une illustration d'un robot qui est totalement autonome et qui suit son distributeur dans la ville. Et alors pourquoi on fait ça? C'est parce que la capacité d'emport de ce robot, elle est supérieure à celle du facteur. Et donc dans la distribution urbaine, aujourd'hui, le facteur, il ne fait que le courrier. Avec des outils de cette nature, demain, il pourra peut-être aussi faire du colis. Et du coup, on peut mutualiser. C'est-à-dire là où on avait 2 réseaux, on pourra n'en avoir qu'un. Et c'est comme ça qu'on peut continuer à innover. Voilà. Je vais très très vite. La possibilité aussi de faire de la carte grise, demander une carte grise en ligne. Et puis, on a également l'innovation plus classique, managériale, avec de l'entrepreneuriat interne. J'accélère. Alors, innover à la Poste, notre philosophie, nous, c'est que c'est une affaire de coproduction. On aura peut-être l'occasion d'y revenir à travers l'exemple de Pau. Donc, je le passe. Alors, c'est une coproduction qui peut se faire aussi bien avec l'État, on a différents exemples, avec les collectivités locales. C'est le cas également avec des startups, donc on en incube plusieurs dizaines. C'est le cas aussi avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a remis cette semaine le rapport, enfin plus exactement, le secrétaire d'État au numérique a remis son rapport sur les propositions pour un numérique inclusif. Un certain nombre de ces propositions ont été travaillées avec la Poste, qui était un des rapporteurs du groupe de travail, notamment sur la gouvernance. Les résultats, les impacts de cette innovation, le point clé, c'est peut-être celui qu'il faut toujours rappeler parce qu'on y pense plus, c'est le fait d'être en capacité de maintenir ce réseau, cette présence postale, alors même que nous sommes dans une situation où, naturellement, si nous n'agissions pas, nous serions pratiquement en situation de disparaître. Donc, innover pour rester soi-même, pour survivre, si je puis dire. Mais c'est aussi de nombreuses innovations de services, puisque, je ne les ai pas toutes citées, mais avec ce réseau de distribution, je pense aux facteurs, on arrive à faire énormément de choses nouvelles. Et on distribue aussi dans les technologies, on innove aussi dans la manière de rendre le service. Vous avez peut-être entendu parler que maintenant, dans certaines villes, on distribue les colis le dimanche. On prévient le client pratiquement et on est capable de lui dire 2 heures à l'avance, attention, votre colis va arriver pratiquement sur tel quart d'heure. Donc c'est vous qui choisissez l'endroit, le lieu, le moment où vous voulez recevoir votre colis. C'est le système Predict. On distribue maintenant du frais et donc on permet à des producteurs locaux, marchands d'huîtres, de vendre leur production à des clients à l'autre bout de la France avec des distributions en quelques heures sur température dirigée, etc. Voilà, donc énormément d'innovation, ce qui permet de maintenir le chiffre d'affaires du groupe, son résultat, et ce qui lui permet de continuer à investir. Là, c'est juste une illustration qui montre comment, en moins de 2 ans, on a construit et déployé tout un nouveau service qui permet aux jeunes de passer le code de la route à proximité de chez eux. On a démarré cette activité le 13 juin 2016. Nous sommes le 1er juin 2018, donc ça va faire bientôt 2 ans. Et depuis, eh bien, on a plus d'1,3 million de jeunes qui sont venus passer leur code de la route à la Poste, avec derrière, évidemment, des tas de conséquences positives et notamment des conséquences sociales au sein de l'entreprise, puisque ce type d'activité permet aussi à des collaborateurs de retrouver des activités sur ces nouveaux services, alors même que, par exemple, ils sont parfois en situation d'inaptitude ou de handicap. Voilà, je pourrais y revenir si vous avez des questions. Merci beaucoup. Donc, sans transition, je passe la parole à Thierry pour qu'on ait ce regard du dialogue avec l'agglo. Merci. Bonjour à tous. Non, moi, je vais vous parler effectivement 10 minutes. Je vais faire 10 minutes. Je vais vous parler de la version, de la partie territoriale du partenariat que nous avons, notamment avec le groupe La Poste, mais pas que. L'idée étant de vous raconter l'histoire de l'innovation territoriale pour l'agglomération de Pau à ce jour. On va dire d'abord aussi depuis où je parle. Donc, je suis délégué de la qualité, l'innovation et du pilotage au sein de la communauté d'agglomération de la ville de Pau, sur une fonction qui se veut transversale puisqu'elle est rattachée à la direction générale des services.
Et je gère une petite équipe, une petite cellule, et le job, c'est de fluidifier à la fois l'accompagnement des directions opérationnelles, mais aussi de travailler sur la transversalité. C'est ça notre enjeu principal. Et j'en reparlerai tout à l'heure sur le travail avec le groupe La Poste. J'ai fait le choix de vous proposer nos enjeux par rapport à un nuage de points, un nuage de termes. C'est la novlangue dans laquelle les collectivités territoriales évoluent aujourd'hui. Et bien évidemment, la nôtre aussi. Donc on se retrouve avec des mots comme disruption, start-up, innovation, pilotage qui existaient déjà, être agile, co-construire. Donc c'est ce qui est notre quotidien aujourd'hui. On ne peut pas passer une journée sans que ces mots-là soient employés et sans forcément avec derrière des process d'intervention publique bien définis. Donc l'environnement que nous avons est plutôt celui-là. Je ne reviens pas dessus puisque ce sont des termes que vous connaissez bien. Par contre, on m'avait demandé de définir un petit peu qu'est-ce qu'était l'innovation territoriale pour nous. Ça rejoint un petit peu ce qu'a dit tout à l'heure Jérôme en préambule. En tout cas, pour nous, on est bien effectivement sur la question du changement dans la société. C'est bien ce qui préoccupe la collectivité que je représente, à la fois pour les individus et puis pour les collectifs qui la composent, les collectifs étant l'ensemble des parties prenantes, bien évidemment, à la fois les collectifs d'habitants, mais aussi les entreprises, les associations, les autres institutions, en tout cas l'ensemble de nos partenaires et des acteurs qui interviennent sur le territoire. Et notre territoire, c'est une ville-centre de 70 000 habitants, une agglomération de 31 communes avec 170 000 habitants, pour vous imaginer un petit peu le territoire, avec une ceinture urbaine assez dense et derrière beaucoup de petites communes rurales qui nous ont rejoints au 1er janvier, consécutivement à l'application de la loi NOTRe. C'est aussi l'innovation territoriale, un principe de travail collectif, c'est-à-dire bien évidemment de travailler avec l'ensemble des parties prenantes et surtout à partir des ressources locales. C'est-à-dire on ne cherche pas forcément dans un premier temps à importer les ressources, mais bien de faire fructifier, de dynamiser les ressources que nous avons sur le territoire dans une démarche d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on s'autorise dorénavant à rentrer dans une démarche de prototypage et d'essai-erreur, qu'on travaille d'ailleurs de près avec le groupe La Poste. Et l'idée, c'est de produire de nouveaux services qui, bien évidemment, questionnent les gouvernances que nous avons l'habitude de mettre en œuvre et derrière, effectivement, d'imaginer ou d'innover en termes de gouvernance territoriale. Autre point important pour nous, c'est que nous considérons que le 4.0 a déjà commencé. Alors, qu'est-ce qu'on met nous derrière ce 4.0 ? L'idée, c'est de dire qu'on va travailler à partir des besoins des populations et que ces besoins, on va les traiter de manière omnicanale et on va mélanger à la fois du client, de l'usager, du public et du privé. On va essayer de travailler sur le sans couture, c'est-à-dire en étant transparent pour que l'usager ne voit pas derrière les différents et les multiples opérateurs qui se cachent derrière les services offerts sur le territoire. Et on travaille aussi sur la question de l'individualisation, c'est-à-dire comment nos collectivités aujourd'hui sont capables, comme le secteur privé, de gérer au plus près les problématiques des usagers. C'est dans ce cadre-là que nous avons passé un accord de recherche et développement avec le groupe La Poste. En 2016, on a commencé à travailler. Le fait déclencheur pour nous a été on souhaitait mettre en place une plateforme de GRC, donc de gestion de la relation citoyenne. Et La Poste était un des acteurs majeurs de cette dynamique-là. Et La Poste nous a proposé effectivement de travailler à une mise à l'échelle de leur outil, qui était plutôt à direction, dans un premier temps, des petites communes, et de travailler avec nous sur un passage à l'échelle sur un territoire d'agglomération. C'est ça qui nous a séduit et qui nous a mis en mouvement. Puis derrière, tout en discutant avec eux de manière proche, on s'est aussi rendu compte que l'idée, Pierre-Guy le disait tout à l'heure, mais c'était l'idée de comment on va faire fructifier nos actifs, à la fois ceux de La Poste et les nôtres, sur le territoire. Quelle intelligence territoriale on est capable de mettre en œuvre? Comment on va, j'aime pas trop le terme, mais je le mets entre guillemets, comment on va bénéficier des facteurs? Et à contrario, comment La Poste va pouvoir fructifier le trajet de nos bibliothécaires quand ils ramènent des livres d'une bibliothèque à l'autre? Est-ce que ce n'est pas plus intelligent que ce soit fait dans le cadre d'une tournée du facteur que ce soit la collectivité qui génère un service à part entière de livraison? Voilà, on s'est posé ces questions-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va avoir des points d'intersection sur la façon dont nous mettons en œuvre les politiques publiques et dans laquelle La Poste, de par ses compétences de logistique, de logisticienne, peut nous aider à questionner nos pratiques. Dont le principe, vous le voyez, c'est effectivement une mise en commun de nos actifs respectifs dans le cadre d'un accord de recherche et développement, c'est-à-dire que c'est un accord en 3 phases. Une première phase, c'est l'implantation de la plateforme de services GRC
et derrière un premier début de réflexion sur des thématiques de l'ensemble de nos politiques publiques. C'est-à-dire on a balayé l'ensemble des focales, qu'est-ce qu'on peut faire sur le social, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'habitat, qu'est-ce qu'on peut faire sur la culture, etc., etc. On a un petit peu balayé tout ça pour choisir aujourd'hui 5 entrées que nous travaillons avec le groupe. Et ça s'est fait en mettant en relation les services de la Poste, donc les agents de la Poste et les agents de la collectivité. Donc on a beaucoup travaillé. Dans un premier temps, mais je le redirai tout à l'heure, à une phase, on a essayé de s'apprivoiser. De quoi parle-t-on ensemble? Est-ce qu'on met les mêmes choses, les mêmes mots? Comment on passe le cap de travailler avec une entreprise, même si elle est parapublique. Du point de vue de nos agents, c'était le grand Satan qui venait travailler avec nous. Donc comment effectivement on arrive à bouger ces leviers-là? C'est une réalité qui nous a pris beaucoup de temps. La question des risques partagés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans l'accord et puis comment on accepte aussi à un moment donné de s'être trompé, du coup de faire marche arrière, de re-envisager la maquette budgétaire qui était autour de 4 millions d'euros qu'on avait imaginé dans le process. Donc on avait vraiment cette idée-là de passer d'une relation de prestataire dont nous avions l'habitude à une relation de partenaire. Et ce n'est pas du tout pour nous la même approche en termes de savoir-être et de savoir-faire, à la fois du point de vue politique et puis aussi du point de vue technique. C'est donc une gouvernance partagée de ce dispositif-là, c'est-à-dire on le conduit sous la forme d'une gouvernance liée à un comité de pilotage et un comité stratégique. Dans le comité stratégique, on va retrouver les élus et les décideurs du groupe La Poste. On a un comité de pilotage qui se réunit une fois par mois sous l'autorité du directeur général des services de Pau et de Fabien Ferrazza, dont le collaborateur de M. Salchaud, et puis les différents référents techniques, pour derrière essayer de construire le plus possible un dispositif qui se veut agile, c'est-à-dire qu'on puisse réagir assez vite quand on a des difficultés. Et Dieu sait qu'on a rencontré ensemble quelques difficultés de mise à l'échelle d'un dispositif de GRC, par exemple. La première phase, elle se termine actuellement, on est sur la phase glissante, elle se termine par des rapports d'ingénierie. Donc des rapports d'ingénierie, ce sont des beaux documents très étayés sur lesquels on va essayer de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre, combien ça va coûter et qu'est-ce qu'on va prototyper. Donc sur la phase 2, on a démarré des prototypes dont je vous parlerai aussi tout à l'heure. Bon, j'essaie d'aller vite. Pardon ? 2 minutes, je veux bien. Le projet suivant qui est né aussi du travail avec la Poste, c'est le Collective Lab. Le Collective Lab, c'est une démarche aujourd'hui de réflexion. Je vais aller très vite parce qu'elle n'est pas tout à fait en ordre de marche. Mais l'idée, du coup, c'est de continuer la logique d'un partenariat R&D via un dispositif intégré au sein de l'agglomération avec son réseau d'acteurs qui est un peu, en quelque sorte, un incubateur de start-up dédié aux collectivités, aux besoins des collectivités à partir d'appels à projets qui seraient élaborés par les collectivités en question. Et là, pour information, on travaille de près aussi avec la chaire Optima, puisqu'on a décidé ensemble de demander à la chaire de nous regarder avancer pour avoir aussi, là aussi des moyens de régulation ou des moyens d'observation assez étayés. En termes de premier retour de cette expérience de partenariat, la force pour nous, l'effort, c'est d'abord la co-construction d'une nouvelle offre de services à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fois, je parle sous votre contrôle pour le groupe La Poste et pour nous, de savoir par exemple que ce sont les facteurs qui vont faire les premières démarches autour de la précarité énergétique pour enrôler les habitants pour qu'après ils puissent appeler le service habitat de la collectivité, c'est un premier élément d'intelligence territoriale à ce niveau-là. C'est aussi comment demain on va pouvoir travailler à des consignes réfrigérées dans le cadre de la rénovation des halles de Pau, un gros projet sur lequel on déplace, où la Poste va déplacer son bureau de poste pour être au plus près du lieu qui sera le futur lieu de vie des Palois en centre-ville. Idem sur le projet Cœur de Ville sur lequel la Poste nous accompagne sur les conciergeries de centre-ville. On essaie de développer tout un tas de produits, de projets, de nouveaux services à ce niveau-là. C'est aussi la force et le tiers de confiance qu'est la Poste. Ça, c'est un critère déterminant dans l'acceptation, à la fois par l'exécutif et aussi par les équipes, de travailler sur ce projet R&D. Et c'est la nécessité du portage au plus haut niveau. Le président Val pour la Poste et le président Bayrou pour l'agglomération ont signé de manière très officielle cet accord-là, et ils y sont très attentifs tous les deux. Je sais qu'ils se parlent assez souvent sur ce dossier. Les faiblesses, puisqu'il y en a aussi, ça a été la complexité du système. Vous avez vu tout à l'heure les actifs du groupe La Poste et puis nous-mêmes, nos organisations un petit peu pyramidales. Comment de ça, on en fait quelque chose qui est intelligent, qui est agile, qui est souple et sur lequel on est capable de mettre en synergie des facteurs et des agents d'exécution, mais aussi des cadres, des middle managers qui doivent être en capacité de penser l'action publique de demain. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on essaie de travailler au quotidien.
Donc c'est une forte complexité. Du coup, pour boucler avec le rôle de ma délégation, ben, c'est de pouvoir être au travail dans ces questions-là. Et puis c'est la même chose côté La Poste avec Fabien Ferrazac et mon homologue. On passe du temps à mettre de l'huile dans les rouages. Hein. C'est notre job premier, j'ai envie de dire. Et puis l'autre faiblesse, c'est aussi ben, l'impact sur les équipes, parce qu'effectivement, réfléchir à l'action publique de demain avec un partenaire plus proche du monde de l'entreprise que du monde des collectivités locales, ben, ça demande là aussi de questionner ses postures, de questionner ses pratiques et de se mettre dans une logique d'inconnu, d'aller vers l'inconnu, d'accepter le risque et de pouvoir derrière essayer de trouver des réponses un peu intelligentes. On est un petit peu pour notre. Et puis je mets juste en exergue la phrase préférée de mon directeur général des services, So what? Comment simplifier la modernité? Ben, c'est ça la mission qui nous a confiée, à la fois à vous et nous. C'est notre base de travail. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on essaie d'inventer un dispositif, un formulaire d'inscription à l'école pour les familles, par exemple, on va essayer de passer aux 5 pages à quelque chose de beaucoup plus simple, en essayant de faire le plus simple possible. Voilà, je vous remercie. Du coup, je vais enchaîner directement. Oui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je prie d'ores et déjà de m'excuser, il faut que je reparte assez vite ensuite sur Pau. Le département est grand. Et vous allez voir que la thématique qu'on va aborder, les Pyrénées sont effectivement atlantiques. Vous avez ici le panorama sur Atlantique. Il y a l'autre partie de notre département qui est celui de la montagne et qui est au cœur du sujet que je vais vous présenter. On a presque pu présenter d'ailleurs ensemble, puisque du coup la Caisse des dépôts est également très impliquée dans ce dossier. Et au fond, pour vous dire que la question de l'innovation territoriale qui se pose à nous, qui se pose à vous et qui se pose à nous, elle est née ici sur ce sujet-là de deux situations. Une situation d'enjeu fort pour un territoire qui est confronté à un changement de modèle économique, c'est-à-dire celui du tourisme et plus globalement de l'économie en zone de montagne. Et que fait-on de ces territoires? Est-ce que le destin de ces territoires, c'est de la subvention locale, étatique, européenne pour accompagner en fin de vie, pour de l'accompagnement de fin de vie, ou est-ce que c'est autre chose? Et sur des territoires sur lesquels les gens ont envie de vivre, c'est qu'est-ce qu'on leur propose comme vision d'avenir dans lequel ils vont être partie prenante et comment on trouve un système qui leur permet de se projeter dans cet avenir-là. Et c'est donc forcément une dimension politique forte de se dire oui, ces territoires-là ont un avenir et comment on le construit. Et c'est venu finalement s'accompagner d'une démarche autre, qui est celui d'une démarche de l'État, qui était de dire dans le cadre d'un plan d'investissement conséquent, du PIA, du programme d'investissement d'avenir, un programme qui s'appelle TIGA, Territoire d'innovation de grande ambition, et bien comment les territoires sont capables aujourd'hui de produire de l'innovation sur ces territoires pour assurer ou construire des solutions sur les modèles de transition. Et donc du coup, à la fois, l'innovation est née chez nous, en tout cas on le pense comme ça, d'une nécessité de réponse à un enjeu territorial, mais également aussi d'une opportunité provoquée par l'État de susciter cette innovation et de nous obliger à réfléchir différemment, et qui est une forme de stimuli quelque part. Alors, on ne sait pas si on sera lauréat de l'appel à projet, l'histoire nous dira dans quelques mois. En revanche, c'est sûr que ça change les modèles de pensée. Et ça, c'est important, de nous aider à penser les modèles de pensée de nos territoires. Et donc, du coup, rapidement, ce programme TIGA, qui est porté par non plus le commissaire général de l'investissement, mais le secrétariat général pour l'investissement au niveau de l'État, et dont l'opérateur technique est la Caisse des dépôts et consignations, c'est grosso modo, au-delà de l'enveloppe de 500 millions d'euros, se dire on a 3 thématiques en France importantes: la ville, l'agriculture, le tourisme. Et ces 3 thématiques-là, elles sont confrontées à 4 enjeux de transition. Transition démographique, transition énergétique et écologique, transition numérique et transition sociale. Et comment on arrive sur les territoires à pouvoir répondre à ces 4 types de transitions avec des solutions innovantes qui sont reproductibles sur d'autres types de territoires, ou pour les entreprises qui le développeraient, seraient en capacité ensuite de se développer sur d'autres types de marchés. Et tout ça en associant pouvoir public, laboratoires de recherche, universités, acteurs associatifs, habitants. Donc on voit, on est quand même plutôt à la recherche d'une forme de pierre philosophale à la fois du développement territorial et de l'innovation. Sur le papier, très séduisant, dans la construction, très ambitieux, et effectivement, dans le mode et les pratiques de faire, vraiment une autre façon de penser. Donc du coup, nous, effectivement, sur cette question de la montagne, sur laquelle je voudrais revenir quelques instants,
Le département a une particularité, il est propriétaire de 2 stations de ski. Alors que vient faire une collectivité territoriale comme le département avec 2 stations de ski? C'est son histoire. La réalité, c'est que le modèle de station de ski en France, aujourd'hui, il est en train de s'écrouler. Alors, il s'écroule dans les Pyrénées, il s'écroule dans les Alpes. Alors, évidemment, on va vous parler de grandes stations de ski performantes, internationales, ouvertes sur le monde, avec des investisseurs étrangers, et puis il y a toutes les autres. Et toutes les autres, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Sur un modèle bâti sur les années 70, 80, guerre au-delà, sur un mode de construction urbanistique, d'offres de loisirs et de tourisme qui n'est plus approprié à la demande, et sur lesquels ces territoires-là ont finalement une faiblesse de revenus qui les empêche quelque part de passer à autre chose. Et qu'est-ce qu'on reconstruit comme autre modèle? Et c'est la question qui se pose à nous, territoires et collectivités locales, là où on perd grosso modo 1 à 2 millions d'euros par an sur 2 stations de ski, de se dire est-ce que le rôle d'une collectivité et donc du contribuable est de financer systématiquement des activités commerciales à perte sur ces territoires? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que ce sont aujourd'hui des verrous économiques qui permettent aux habitants de ces territoires de continuer à vivre et à se projeter, mais ce n'est pas durable. Donc y a-t-il aujourd'hui un autre modèle de développement? Et là-dessus, on est confronté, dans cette recherche de nouveaux développements, à une nécessité donc économique, à une nécessité environnementale, à la fois sur un territoire qui est garant d'une biodiversité que les territoires, les États, les habitants souhaitent conserver. On est au cœur du parc national des Pyrénées. Et en même temps, des contraintes climatiques. Le front de neige remonte d'année en année. Et là où, il y a 20 ans, on partait ski au pied depuis l'appartement qu'on louait quasiment, eh bien aujourd'hui, il faut remonter le front de neige. Et pendant combien de temps on va continuer à investir en remontant comme ça le front de neige jusqu'au jour où, voilà, que se passera-t-il s'il n'y a plus de neige, ou de la neige différente, ou une pratique différente? Et tout ça doit nous obliger de nous re-questionner. Et pas nous re-questionner à 2 ans, mais doit nous re-questionner à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ça, cette complexité, elle est importante. C'est comment on arrive à se projeter dans un univers long, avec un ensemble d'acteurs pour qui cette échéance-là, forcément, elle est compliquée. Et donc ça a été effectivement l'enjeu du positionnement que nous avons essayé de construire dans le département. Et donc du coup, nous avons construit en fait un cadre. Alors d'abord, évidemment, là-dedans, il y a une volonté politique forte. Il n'y a pas de possibilité d'innovation territoriale sans volonté politique. Voilà, ça c'est évidemment la clé. On est dans un univers politique dans le sens de volonté d'amener l'endroit où on exerce la puissance publique vers quelque chose de nouveau, de plus d'équilibré, et qui permet en fait aux populations de continuer à vivre de façon ambitieuse et concrète sur ces territoires-là. Et donc du coup, c'est effectivement d'abord une volonté politique, et donc du coup, on essaie de réfléchir sur c'est quoi demain la montagne, et avec tous les acteurs. Alors tous les acteurs, la grande surprise, c'est qu'en fait, les acteurs sur des territoires aussi petits et finalement aussi peu peuplés ne se connaissent pas, ne se parlent pas, pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons de projet. Vous le savez ou pas, la question de la réintroduction de l'eau dans les Pyrénées, aujourd'hui, est un sujet de crispation. Mais quand on dit de crispation extrêmement violente. Et quand vous devez mettre autour de la table des représentants des bergers et le parc national des Pyrénées, je vous assure qu'on a droit à des débats assez tendus. Et pourtant, de leur dire, votre devenir, il est lié. Vous ne pourrez pas vivre l'un sans l'autre. Si l'un disparaît, l'autre disparaît. Et c'est tout l'enjeu qu'on a eu dans la construction de cette réflexion sur l'innovation. Et donc, du coup, de se dire, si vous ne construisez pas une histoire commune, vous et nous ne construirons pas un devenir pour ces territoires. Et du coup, la réponse à l'appel de manifestation d'intérêt de l'État sur territoire d'innovation et de grande ambition, sur ces 4 thématiques de transition, c'est de se dire, vous qui vivez sur ces territoires, vous qui produisez sur ces territoires, vous qui créez de l'activité sur ces territoires, comment vous seriez en capacité de répondre à ces enjeux? Et finalement, c'est ce qu'on essaie de construire dans notre candidature. Alors, on a été en partie retenu dans une première phase, et puis seulement en partie. Maintenant, nous allons aller jusqu'au dépôt de candidature de cet appel à manifestation d'intérêt, d'appel à projet de l'État. Et du coup, c'est de se dire, voilà, on réunit nos acteurs, on vous met les sujets sur la table, et proposez-nous des solutions collectivement et de façon égalitaire. La petite start-up, elle travaille avec EDF. L'association qui s'occupe de l'insertion des saisonniers, elle travaille avec le parc national. Des gens qui ne se voient pas, qui ne se croisent pas. Quelle réponse vous pouvez nous apporter avec votre culture, votre sentiment, votre expertise sur ces sujets-là? Et ça produit une réponse. Voilà, une réponse. Et ce qui est important, alors on ne va pas forcément la détailler, parce que du coup, je ne vais pas vous parler de drones, je ne vais pas vous parler de satellites, je ne vais pas forcément vous parler de transition énergétique sur l'habitat isolé. Toutes ces questions-là, elles sont des questions hyper intéressantes sur lesquelles on pourrait passer des heures à discuter. Ce qui est intéressant, c'est que notre rôle en tant que collectivité,
c'est que l'innovation que l'on crée à travers cette démarche-là, elle n'est pas que technologique, elle n'est pas qu'environnementale, elle nous permet de créer une innovation qui est systémique. Et l'innovation, quand on parle de technologie, on parle de GPEC, on parle de formation des habitants, on parle même de culture. Et que du coup, notre innovation, le rôle de notre collectivité, c'est de ne pas associer l'innovation uniquement à une dimension technologique. La réponse technologique, elle ne séduit pas, elle ne correspond pas à une attente de population. C'est bien un ensemble qu'il faut produire, et c'est cet ensemble-là que nous, collectivités, nous avons responsabilité. Et tout l'enjeu, finalement, de cette réponse à cette candidature de l'AMI TIGA, enfin, de cet appel à la manifestation d'intérêt, c'est de dire que l'innovation, elle peut être sociale, elle peut être culturelle, et elle doit l'être, parce que c'est le degré d'acceptabilité de toutes les autres solutions environnementales ou technologiques. Et c'est en construisant là ce modèle qu'aujourd'hui on a entre guillemets, la prétention de pouvoir avancer, mais avec, ceci dit, certaines difficultés, et que je voulais en fait évoquer avec vous sous forme de témoignage, c'est de dire, au fond, qu'est-ce qui a créé le processus d'innovation? Un, la contrainte. On est tous d'accord là-dessus. La contrainte, c'est ce qui crée l'innovation. La contrainte, elle est financière pour les collectivités, elle peut être législative, elle peut être dans l'évolution des compétences, elle peut être dans la géographie. On est sur un territoire contraint, la montagne est un territoire contraint, et finalement, il est producteur d'innovation parce que c'est un territoire contraint. C'est la première dimension qui nous semble importante, et donc du coup, sur lequel la nécessaire adaptation à ces transformations-là, elle est vitale. Vous l'indiquez pour le groupe La Poste, elle est pour les territoires. Si on ne se transforme pas, on meurt, on disparaît. Voilà. Et ces territoires-là, aujourd'hui, c'est de leur faire toucher du doigt cette réalité-là. Et que du coup, les antagonismes ancestraux qui existent entre les différents acteurs, eh bien, soit on les met sous le tapis quelque temps pour construire des solutions communes, ou soit effectivement, on fera de l'accompagnement de fin de vie sur ces territoires-là. Et ça, d'avoir ce discours-là vis-à-vis des habitants et des populations et des acteurs, ça a été difficile. Il a fallu passer cet exercice-là. Mais une fois qu'on a posé ça comme principe, on commence à construire. Deuxième chose, effectivement, la difficulté sur les enjeux d'innovation, c'est faire travailler des univers et des temporalités, des cultures différentes. C'est vrai que c'est compliqué. On travaille avec des élus pour qui le prochain mandat, les prochaines élections municipales, c'est dans 2 ans. Des élus pour qui le prochain mandat départemental, c'est dans 3 ans. On vous parle de projets à 15 ans. On veut des résultats de suite. On va travailler avec des laboratoires de recherche qui vont dire, mais moi, mes résultats, c'est pas avant 10 ans. On va travailler avec des startups qui disent, mais moi, si je ne développe pas mon produit maintenant, dans 6 mois, je suis plus concurrentiel. Et donc, du coup, quel est aujourd'hui notre rôle là-dedans? C'est de pouvoir faire en sorte de faire confronter ces univers pour développer les troncs communs et pour pouvoir développer des solutions communes et effectives, en prenant bien en compte ces spécificités-là culturelles aujourd'hui qui sont parfois très difficiles à gérer. Je peux vous dire, on en discute tout à l'heure, jusqu'à la récupération politique. Pourquoi vous venez me chercher à moi? Est-ce que derrière, vos élus n'ont pas une idée d'eux? Et du coup, comment on crée de la confiance là-dedans? Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de créer dans les systèmes que nous travaillons de la confiance. Et c'est pour ça que j'ai marqué comme élément la posture. Et bien là-dedans, on essaie d'avoir une posture modeste, de se dire, nous, on est juste là pour vous mettre autour de la table et pour vous aider à réfléchir avec nous sur ce sujet-là. On pilote une candidature? Non, c'est pas vrai, on ne la pilote pas. Collectivement, on la construit et chacun, de façon égalitaire, à la même place dans la démarche. La petite association qui fait de l'insertion professionnelle, NJ, le parc national, le commissaire général au massif, ou le représentant de la petite commission syndicale qui gère le pastoralisme pour les bergers, on a tous la même place, le même droit à l'expression sur ces projets-là. Et aujourd'hui, c'est ce qui a permis en tout cas de créer de la confiance, c'est à la fois une posture modeste du pilote, on le revendique, laisser de la place aux acteurs qui construisent la candidature, et également à la fois l'idée que chacun a sa place, et toute sa place et de façon égalitaire. Et c'est pour tout le monde un pas difficile à franchir. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se dire qu'ils sont au même niveau que de grands, entre guillemets, et pour les grands de laisser la place aux plus petits. Et ça, aujourd'hui, c'est tout l'enjeu et notre rôle, finalement, on le pense, de collectivités territoriales pour permettre, finalement, l'innovation. Ce n'est pas nous qui allons produire l'innovation, mais en revanche, on va construire les conditions et l'environnement qui rend possible cette innovation-là. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots par rapport à ce projet de candidature, mais on pourra peut-être diffuser le contenu qui est, lui, beaucoup plus technique. Je vous remercie. Je vous laisse tout de suite la parole pour rebondir un petit peu sur D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Peut-être
En 2 mots, pour vous resituer la Caisse des dépôts, mais vraiment très, très, très court, vous avez dit, monsieur Dupuis, qu'on était présent dans beaucoup d'actions, donc ce qui est un plus pour nous, parce que tout le monde connaît la Caisse des dépôts. L'inconvénient, c'est qu'on est présent un peu partout, dans beaucoup d'endroits, et qu'on a parfois du mal à savoir, mais qu'est-ce qu'elle fait vraiment, la Caisse des dépôts, et qu'est-ce qu'elle est. Alors, en 2 mots, ce qu'on est, groupe Caisse des dépôts, c'est un ensemble entre un établissement public, la Caisse des dépôts et consignations, et tout un ensemble de filiales, 14 filiales, vous en connaissez peut-être certaines, BPI-France, la Compagnie des Alpes, Transdev, Aegis, et puis d'autres qui sont peut-être plus confidentielles parce que plus éloignées de vos centres d'intérêt. Je ne parlerai que pour l'établissement public, Caisse des dépôts, créé en 1816, qui a un objet, c'est d'être le relais financier des politiques publiques de l'État et des politiques publiques territoriales. Donc c'est un outil public, établissement public, motivé par l'intérêt général, c'est ce qui le guide et ce que lui demande sa gouvernance composée prioritairement de parlementaires, mais qui a une particularité, c'est de pouvoir mobiliser des outils privés. Quand mes équipes interviennent en appui de projet, elles interviennent en prêt, elles interviennent en investissement, en conseil d'ingénierie. On ne fait pas de la subvention. Parfois, on déçoit effectivement les partenaires quand ils viennent nous voir parce qu'ils pensaient qu'établissement public, on allait nécessairement contribuer sous une forme de dépenses publiques au calage du tour de table d'un plan de financement pour un projet public. On ne fait pas de subvention. Par contre, de par nos spécificités, on a une capacité, à prêter. On est le premier prêteur pour la production de logement social en France. On est aussi, depuis 10 ans, devenu un prêteur des collectivités locales lorsqu'il y a eu besoin de faire face à la crise financière et lorsqu'il est apparu nécessaire d'apporter des financements de long terme aux collectivités locales qui n'en trouvaient plus sur le marché. On s'est mobilisé, on prête aux universités, on prête aux hôpitaux publics également. Et ce qu'on prête, c'est votre argent, c'est l'argent des Français, c'est l'argent que les Français mettent sur leur livret A. Sans qu'ils le sachent nécessairement, les épargnants français du livret A, les 2 tiers de ce qu'ils mettent sur leur livret, qui est à la Banque Postale peut-être, qui est au Crédit Mutuel, qui est dans d'autres banques, les 2 tiers nous sont confiés, on le fait fructifier et on le prête à long terme sur des durées de 20, 30, 40, 50, voire 60 ans. C'est notre premier rôle, on prête. Donc, on peut venir en appui de projets territoriaux en termes de prêts aux collectivités, aux opérateurs publics. Là ne s'arrête pas de ce que l'on peut faire pour les territoires. On est également un opérateur de l'État, comme vous l'avez indiqué sur la candidature du département des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre d'un appel à projet, un AAP, ou d'un appel à manifestation d'intérêt, un AMI, 2 autres termes de la novlangue que l'on pourrait indiquer dans votre dictionnaire. On vient en relais, en opérateur de l'État. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent que l'État nous confie. L'État nous donne les règles de la compétition. Il nous dit, voilà, je vais sélectionner, moi, État, différents lauréats sur différents appels à projets, différents appels à manifestation d'intérêt. Vous, Caisse des dépôts, j'attends que vous accompagniez les porteurs de projets. Et ensuite, j'attends que vous accompagniez, que vous fassiez l'ingénierie financière des lauréats. Ça, c'est le deuxième moyen par lequel on peut intervenir en termes d'innovation territoriale. Et puis, notre troisième casquette, notre troisième métier qui est peut-être moins connu, c'est qu'on investit. On se comporte comme un investisseur privé classique. On a beau être un établissement public, on a une capacité à rentrer dans des sociétés privées, des sociétés de projets, avec des apports en fonds propres. On vient au capital, on vient être copropriétaire d'une société de projet qui porte un objet bien précis. On peut apporter des comptes courants d'associés, comme ferait un actionnaire privé classiquement, et on intervient dans des sujets qu'on considère être d'intérêt général. C'est de la production d'énergie renouvelable, c'est de la production de bâtiments d'activité sur des secteurs un peu nouveaux ou dans des endroits du territoire où les investisseurs classiques ne viendraient pas. C'est contribuer à la rénovation de l'offre touristique en France. C'est contribuer à l'équipement numérique de notre pays par des réseaux d'initiatives privées, le branchement, la fibre jusqu'au domicile des particuliers ou au fin fond des zones artisanales de l'ensemble du territoire. Voilà ce que l'on peut faire en termes d'investissement. On le fait sur nos fonds propres, c'est l'argent de la Caisse des dépôts, mais là aussi, c'est quelque part l'argent des Français, puisque nos fonds propres ont été acquis par 200 ans de saine gestion, je dirais en bon père de famille, je devrais dire aussi en bonne mère de famille, excusez-moi, de saine gestion en 200 ans qui ont permis à la Caisse des dépôts, groupe public, d'acquérir des fonds propres. Et donc, il est tout naturel que lorsqu'elle les utilise, ce soit au bénéfice des politiques publiques. Quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose sur l'innovation territoriale. L'innovation territoriale, on peut la concevoir de notre point de vue de 2 manières.
on vient en appui à des projets qui se veulent innovants, parce que nos territoires rencontrent des difficultés qui sont parfois anciennes, parfois nouvelles. Soit ce sont des territoires en plein boom, les phénomènes de métropolisation, de régionalisation, soit au contraire, ce sont des territoires qui sont en déprise, qui voient leur cœur de ville souffrir un petit peu en termes de fréquentation, en termes d'habitation. Et à ces problèmes nouveaux ou anciens, il faut répondre parfois par des outils un peu nouveaux, des produits nouveaux. On a une capacité à prêter ou à investir dans des produits un peu nouveaux. J'en citerai juste deux pour ne pas faire tout le catalogue. On a investi notamment dans des startups du numérique. On s'occupe des tuyaux, des gros réseaux. Certes, c'est une bonne chose, mais il faut s'occuper aussi des usages. On a investi dans des startups du numérique qui interviennent sur la mobilité durable. Pas seulement dans les grandes métropoles, mais également la mobilité durable dans toutes les communes et comités de communes de notre territoire. Des startups du numérique qui viennent populariser une offre touristique très locale, donc qui offrent des services auprès des offices de tourisme pour populariser une offre touristique, et des startups du numérique qui interviennent également sur la mise en réseau énergétique de certains territoires. Ça, c'est un premier type d'objet. On investit également, deuxième innovation, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Bordeaux, connaissent le pont de Pierre. Vous verrez au pied du pont de Pierre, sur l'eau, sur la Garonne, il y a une plateforme métallique qui n'est pas très gracieuse, on peut le dire. Vous ne voyez que ça, et pourtant ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en dessous. Dessous, ce sont des sites d'emplacement pour que des industriels qui fabriquent des hydroliennes fluviales puissent venir tester leurs machines. On a investi dans cette plateforme. Je ne sais pas si demain, dans 5 ans, dans 10 ans, cela permettra de voir essaimer sur l'ensemble du territoire national, européen ou mondial des unités de fabrication d'énergie renouvelable à base d'hydroliennes fluviales. Mais ce qui est sûr, c'est que si ces industriels n'ont pas la capacité d'avoir un endroit où ils peuvent venir tester pendant 6 mois, pendant 1 an, leurs machines, pour savoir combien est-ce qu'elles produisent d'énergie, combien est-ce qu'elles sont susceptibles d'être détériorées par rapport au courant, par rapport à la faune, quelle est leur interaction par rapport à l'environnement ambiant. S'ils n'ont pas les moyens de tester, ils ne pourront pas dire aux énergéticiens « Regardez comme ma machine est belle, comme elle va vous permettre de produire de l'électricité », et les énergéticiens n'iront pas prendre le risque de les mettre dans l'eau du Danube, de la Seine ou de la Loire. Donc on a investi dans cette plateforme qui est innovante, qui permettra peut-être demain de booster cette innovation territoriale et de permettre à des territoires de devenir autonomes énergétiquement. Donc voilà le premier type d'innovation territoriale, on investit dans des objets qui sont un peu nouveaux. Mais là ne s'arrête pas notre capacité à accompagner l'innovation territoriale. Je dirais presque que ce qui est peut-être plus intéressant à la Caisse des dépôts, c'est notre capacité à accompagner des objets classiques ou pas, mais avec des montages innovants. Si je reprends l'exemple de cette plateforme située en plein cœur de Bordeaux, au pied du pont de Pierre, qui est l'équivalent pour les Parisiens du pont Alexandre III. On est vraiment en plein cœur de la centralité du patrimoine urbain de Bordeaux. C'est porté par une SAS, donc une entreprise privée, avec les bons opérateurs industriels, ceux qui savent ce que c'est qu'une hydrolienne, ceux qui savent ce que c'est que l'énergie, ceux qui savent ce qu'est l'environnement marin fluvial, mais aussi on retrouve les collectivités locales. Alors vous me direz, les collectivités locales n'ont pas le droit d'investir dans des SAS, puisque ce sont des entreprises privées. Oui, mais elles ont le droit d'investir dans des sociétés d'économie mixte, des sociétés privées, mais à capitaux majoritairement détenus par les collectivités locales, et on a constitué à leur côté un montage où elles sont au capital d'une société d'économie mixte qui, elle, vient investir dans cette SAS qui porte cette plateforme. Montage innovant qui permet d'avoir autour de table de cette société les sachants, ceux qui savent comment installer cette plateforme, comment la faire fonctionner, comment la commercialiser auprès des industriels, et puis les collectivités, départements et régions qui se disent mais si ça fonctionne bien cette plateforme, demain on aura peut-être une filière industrielle qui va se constituer et on préfère qu'elle soit constituée en Gironde et en région Nouvelle-Aquitaine plutôt qu'ailleurs sur le territoire national. Donc on est prêt à mettre de l'argent. Et puis on trouve la ville de Bordeaux, la métropole de Bordeaux qui disent bon, ça se passe quand même en plein cœur de mon ensemble urbain, ça m'intéresse, je ne veux pas qu'il y soit fait n'importe quoi, donc je veux garder un droit de regard. Et puis moi aussi, si jamais on crée une filière, je veux que ça se passe chez moi. Donc voilà, capacité de la Caisse des dépôts à mixer du public, du privé autour de projets qui peuvent être innovants ou pas. Et là, c'est le deuxième exemple que je prendrai. Un peu plus au nord d'où on se trouve ici, dans les Landes, à Dax, on a inauguré il y a 3 semaines un objet absolument classique, très classique, un hôtel art déco, l'hôtel du Splendide pour ceux de la région qui connaissent. Il porte bien son nom, c'est vraiment un splendide bâtiment qui appartenait à la ville de Dax.
collectivité qui était fière de son patrimoine à juste titre, mais qui n'avait plus les moyens. On rejoint la thématique de la raréfaction des financements publics, qui n'avait plus les moyens d'entretenir ce bâtiment art déco, classé monument historique, avec des contraintes architecturales assez fortes, et qui avait dû le fermer depuis 2013. On est intervenu aux côtés de la ville de Dax pour faire un montage qui permet de faire porter la rénovation de ce bâtiment par une société privée, une société civile immobilière, dans laquelle on a co-investi pour amener des fonds propres. On est allé chercher avec notre partenaire un exploitant, quelqu'un qui sache faire tourner cet hôtel. Moi, j'en suis bien incapable, mes équipes aussi. Par contre, on a la capacité à trouver les bons exploitants par rapport à ce type d'hôtel. On est allé chercher les banques. On a mis une partie de notre argent pour les 16 millions et demi qu'ont nécessité ce programme d'investissement. Et on est allé chercher de l'emprunt, comme un particulier qui construit sa maison. Il va mettre un peu de fonds propres, un peu d'apport personnel, et puis pour le reste, il va aller chercher les banques. Et tout ça ne suffisant pas, on est allé chercher, et là les collectivités étaient contentes d'être à bord, des subventions de la mairie, des subventions du département, des subventions de la région. À elle toute seule, elle n'aurait pas pu financer l'intégralité, elle n'aurait pas pu conduire les travaux sur les 5 ans que ça a duré, elle n'aurait pas été en capacité d'exploiter. À l'inverse, aucun investisseur privé n'aurait été capable de faire les 16 millions de travaux tout en demandant à l'exploitant un loyer qui soit à la hauteur de ce que l'exploitant, lui, peut tirer en termes de revenus de cet hôtel. Donc on a fait un objet mixte avec du financement public, du financement privé, qui permet à la collectivité de s'y retrouver. Elle a un bâtiment qui est flambant neuf, quasiment, c'est une restructuration, ce n'est pas une reconstruction, bâtiment quasiment flambant neuf, qui est un puissant moteur pour son attractivité touristique, pour le regard que portent les Dacois sur leur propre centre-ville. On avait ce bâtiment qui était fermé, qui était un petit peu en plein centre-ville, qui maintenant est ouvert et rayonne. Et le montage qu'on a mis en place permet à la commune de redevenir propriétaire dans 50 ans. Voilà, notre capacité à faire, c'est en fonction du contexte, en fonction des opérateurs, en fonction des politiques, en fonction des volontés locales, des partenaires locaux, on a cette capacité à monter des projets et à essayer de mettre autour de la table les bonnes personnes. Voilà, très rapidement ce que je... Alors, je vous propose peut-être que nous passions peut-être à quelques questions. Moi, j'ai 3 mots-clés quand même que je retiens de vos différents propos. Le premier, c'est qu'on est dans des logiques de transformation extrêmement puissantes et multiples. La deuxième, c'est que ce qui constitue la façon de répondre à ces besoins de transformation, d'accompagner ou de se projeter dans les transformations, c'est les logiques d'interdépendance. C'est qu'il y a des intérêts croisés communs à un moment donné qui réunissent les intérêts à agir, permettant de constituer, d'inventer une réponse, qu'elle soit financière, qu'elle soit en termes d'ingénierie, qu'elle soit en termes de façon de combiner de nouveaux services. Et puis enfin, le troisième, c'est derrière l'hybridation. C'est-à-dire que repérer des logiques traditionnellement publiques, dans lesquelles on a des signes particulièrement tangibles de publicitude, devient en effet plutôt ardu, puisque on a des objets à vocation, à dimension, à préoccupation, à support, plus que mixte, multi-composantes, et qui constituent certainement des dimensions extrêmement révélatrices des logiques d'innovation qu'on est amené à repérer. Je ne vais pas plus loin pour l'instant, et si les uns et les autres, vous avez quelques questions ou observations par rapport à nos différentes présentations, je vous invite tout de suite. Oui. Gérald. Hop. Oui, je voudrais apporter dans un esprit comparatif, puisqu'on en a parlé juste avant, la solution de l'épicerie ou de l'épicier. La problématique de la Poste, on la retrouvera sur un autre sujet, c'est quand même la présence des bureaux de poste dans des lieux reculés, dans des territoires reculés. On a parlé des montagnes, etc. Et quand même, depuis un siècle, Royal Mail en Angleterre, mais aussi en Écosse, le bureau de poste est présent dans n'importe quel village. Tout simplement parce que l'épicier fait la presse, fait le tabac, fait l'alcool, et il a son bureau de poste au fond du magasin
qui est ouvert aux heures nationales d'ouverture et qui fait un certain nombre d'opérations, peut-être pas toutes, qui est formé. Et même les circuits pour apporter le courrier et reprendre celui qui a été déposé par les habitants, sert de bus collectif que les gens peuvent prendre à des horaires très précis pour faire un circuit qui fait le tour de la campagne. Je sais que cette solution a été proposée à la Poste, qu'elle l'a toujours refusée. Enfin, qu'elle a toujours refusée. Je crois qu'elle est expérimentée maintenant. J'ai peut-être dit une bêtise. Mais quand même, c'est une solution publique-privée qui passe par l'épicier parce que forcément, l'épicerie est le lieu où on a besoin de s'approvisionner quand les grandes surfaces sont très loin. Je veux dire que l'autre exemple qui m'a frappé, c'est Amazon. Amazon voulait s'investir en Inde. Et en Inde, le problème, c'est que le taux de gens qui ont des applications, enfin des ordinateurs ou des smartphones pour faire les commandes de produits, il n'y en avait pas. Et donc, ils ont investi auprès des épiciers des petits villages les plus reculés. Ils les ont formés, ils leur ont donné un ordinateur, ils ont dit à la population, si vous avez besoin de quelque chose, vous venez. L'épicier n'a pas besoin de faire l'avance, il n'a pas besoin de tenir le stock, et ça marche très très bien. Et Amazon se développe grâce à ça. Donc voilà, j'apporte cette solution de l'épicier, de l'épicerie, qui est tout simple et qui permet de revitaliser peut-être les coins les plus reculés de nos territoires. Alors, je pense qu'il y a une réponse sur Oui. les relais commerçants en particulier. Oui. En 2004, la Poste avait 17 000 points de contact. Dans ces 17 000 points de contact, il y avait à l'époque un peu plus de 12 000 bureaux de poste. Et puis, il y avait des agences postales autour de 5 000, pour simplifier. Aujourd'hui, la Poste a 17 300 points de contact. Dans ces 17 300 points de contact, il y a 8 000 bureaux de poste, 5 000 agences postales communales. C'est un service postal mutualisé avec les services de la mairie implantés dans les locaux communaux. Et il y a un peu plus de 3 000 relais postes commerçants qui sont chez des commerçants. Donc ce dispositif que vous évoquez, je conteste que la Poste l'ait rejeté puisque nous le mettons en œuvre depuis plus de 10 ans. En revanche, effectivement, c'est un étonnement de notre part, un certain nombre d'élus y étaient farouchement opposés, considérant que le service postal requiert en particulier une obligation de discrétion, de confidentialité, et qu'on ne pouvait pas faire confiance aux commerçants pour garantir le fait que toutes ces conditions seraient réunies dans son commerce. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des régions où les relais postes commerçants sont très prisés comme un objet de revitalisation du centre-bourg. Et il y a des territoires où les élus, très attachés à ce que le service postal soit assuré dans un environnement public, préfèrent soit l'agence postale communale, voire tiennent absolument à ce que ça reste la Poste. Autre question et observation. Je peux faire écho à ce que Guy-Pierre vient d'évoquer. Il y a quelques années, on avait été sollicité pour travailler pour le Tarn-et-Garonne, où les élus étaient en effet mobilisés vent debout contre la suppression de 21 points de présence postale. C'était tous des bureaux de poste principaux, avec l'ensemble des services de nuit. Et on était prêt à ce moment-là au niveau des élus, et en particulier quelqu'un qui était leader là-dessus, et qui est devenu ensuite ministre, était prêt à perdre des points de présence postale sans perdre la face par rapport aux élus communaux au titre de la fermeture des bureaux de poste. Donc le premier enjeu pour justement reconstruire une présence postale qui corresponde aux réalités d'aujourd'hui, ça a été de retisser les tissus de confiance et de pouvoir se parler entre les données de la Poste sur les flux, que ce soit en courrier, en colis ou en service financier, parce que bien évidemment, ils prenaient tous en compte les seuils, les 30
passage dans chacun des bureaux de poste pour dire quand vous êtes en deçà de 30, c'est fini, on va commencer à discuter le plan de retrait ou de reconfiguration du bureau de poste. Et donc il a fallu peut-être ensuite alimenter et enrichir les données en disant ce n'est pas les flux seulement et la nature des activités et des services qui sont rendus dans les bureaux de poste, mais aussi l'environnement du travail, en disant est-ce qu'on a une continuité de service? Est-ce que très clairement, quand on vient au bureau de poste, lorsque le bureau de poste est fermé parce qu'il y a l'absence d'un agent de la poste, est-ce qu'on est informé en amont permettant d'avoir des solutions de repli ou de transition? Donc, organisation du travail à travers des mobilités connues des différents acteurs et partenaires permettant d'avoir une solution immédiatement disponible et avec une information partagée. Deuxième situation, c'est de dire mais qu'est-ce qui fait que l'on va au bureau de poste à telle heure et tel jour? Bien, il convient en effet de travailler sur les fameux usages. Et donc on a regardé à quel moment ça se faisait. Est-ce que ça se fait particulièrement l'ère des marchés? Les marches, nous dans le sud-ouest on appelle ça les marchés de plein vent. Est-ce que ça se fait au moment de lorsque les mamans accompagnent leurs enfants à l'école, lors des centres de loisirs? Et donc en fait on a regardé comme quoi les faits générateurs de l'usage s'étaient liés à d'autres activités sur le territoire. Et donc on a essayé de rendre les choses compatibles, permettant de redistribuer non pas seulement l'offre de services, mais les temps d'ouverture et d'usage possibles sur ces territoires. Et à partir de là, dans un dialogue bien évidemment en particulier avec l'ensemble des maires, eh bien on est allé au-delà des points qui posaient problème pour repenser le schéma de présence postale sur l'ensemble du département hors la ville de Montauban, parce que c'est une problématique plus urbaine, donc elle se posait un peu différemment, pour ensuite repenser à la fois la présence, les horaires d'ouverture, les mutualisations, et le plan de retrait n'a conduit qu'à un seul retrait, qui est Bruniquel, petit village que certains peuvent connaître quand ils s'intéressent au cinéma, puisque c'est le lieu où on a tourné Le Vieux Fusil, où les acteurs locaux étaient tout à fait conscients que ce n'était plus possible. Et à partir de là, ce schéma a donné lieu à une convention, non pas un contrat des droits et devoirs des uns et des autres, une convention sur laquelle on s'est entendu sur ce qu'était en effet le sens du service postal présent dans l'ensemble des communes. En deuxième lieu, regardez qui est en mesure en effet de donner des solutions alternatives, éventuellement prendre en compte des facteurs d'évolution pour, au fur et à mesure, tous les ans, éventuellement de faire un retour sur image et éventuellement redéployer. Et ensuite, un dispositif d'évaluation pour voir si, en effet, derrière, est-ce que ça a permis de maintenir les activités ou est-ce que les facteurs se sont accélérés, à travers en particulier les usages numériques, qui viennent redistribuer les cartes et à un moment donné, réimaginer des solutions de retrait ou de recomposition. Ceci est fondé, en effet, sur la confiance retrouvée entre les uns et les autres. Et deuxième point, retrouver en particulier les trois grands partenaires dans cette logique, le groupe La Poste, l'association départementale des maires et le conseil départemental qui a été garant de ce que l'on appelle aujourd'hui la solidarité territoriale. Eh bien, lorsqu'on imagine des solutions de la sorte, en restant sur le périmètre, c'est le même périmètre, on a vu des solutions où on commence à déplacer les périmètres d'intervention et de services et de complémentarité, on peut aussi trouver des solutions qui relèvent d'une solution innovante en termes de gouvernance plus que de service en tant que tel, puisque le service est le même. Donc on voit bien qu'il y a des registres et des curseurs qui se déploient différemment en fonction des enjeux. Et c'est ça qui constitue aujourd'hui, je pense, les éléments majeurs, y compris sur les vieilles maisons qu'évoquait Marcel tout à l'heure. Parce que les deux vieilles maisons que vous êtes, on voit bien que les origines donc, sont encore plus anciennes pour la Poste que pour la Caisse des dépôts. Et on voit bien que toutes ces institutions sont amenées à se transformer très fortement. Juste pour conclure, si David me le permet. Non. Je disais tout à l'heure que, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on imagine que les territoires qui innovent sont des territoires dotés d'actifs particuliers. Et à travers les différents cas, et en particulier ce que David Orr nous a montré sur les zones de montagne, tous les territoires ont des capacités à innover, même si
ces différents territoires n'ont pas forcément tous les leviers d'action et ce que l'on appelle les facteurs qui ont été identifiés dans la littérature économique de façon significative et qui sont ici présentés, que ceci soit sur l'appui sur des catalyseurs, la culture du risque, le partenariat et les alliances, l'identité collective et l'ouverture, et ainsi de suite. C'est ça qu'on a repéré en effet dans les travaux de comparaison empirique et la capitalisation académique à ce titre. Et puis le deuxième aspect, c'est que ceci ensuite se traduit à travers différentes typologies. Alors je ne vais pas prendre toutes les typologies qui sont aujourd'hui en déploiement en termes d'accompagnement des différents territoires, mais sur les villes innovantes, on retrouve quoi? 3 facteurs majeurs. On se dit, l'essentiel, c'est la dimension économique, les marchés et les réseaux. Et on se rend compte que ce qui constitue derrière le positionnement des villes innovantes au niveau mondial les plus importantes, ce n'est pas simplement les marchés zéro, c'est une dimension essentielle dans l'économie d'aujourd'hui. C'est aussi les infrastructures et aménités qui constituent les éléments traditionnels de ce qu'on appelle les facteurs de compétitivité. Lorsqu'on regarde les statistiques de la Banque mondiale et la façon dont on est positionné, nous, Français, par rapport aux autres pays internationaux, ce sur quoi nous faisons la différence, c'est les infrastructures et les aménités par rapport à d'autres services plus soft. C'est-à-dire que sur le marché du travail, on a en effet un certain nombre d'avancées à conduire, de progrès à accomplir, mais sur les infrastructures, nous sommes classés 3e au niveau mondial, même devant l'Allemagne. Et puis la 3e dimension, c'est le patrimoine culturel. Alors, entendu au sens large, ce n'est pas simplement l'architecture et l'esthétique, c'est aussi ce qui constitue l'identité des territoires et la façon dont les différents acteurs du territoire se reconnaissent dans le territoire et imaginent de pouvoir y rester, s'y développer et éventuellement faire la promotion à l'extérieur. Et c'est ça qui constitue, et ceci est outillé aujourd'hui et qui permet d'être déployé sur d'autres territoires. Et enfin, les traductions de l'innovation sont manifestement multiples. Et ce qui est en effet le plus intéressant aujourd'hui, c'est de dire, mais il y a des façons de faire, des processus, comme on l'évoque aujourd'hui, qui relèvent en effet de hybridation, échange, etc., et qui participent de 2 points d'appui. Premièrement, l'interaction, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la logique essai-erreur, et c'est pour ça que moi je développe particulièrement l'attention des uns et des autres sur la logique du design, qui constitue un levier puissant permettant de faire ça, et puis le co-développement, avec toute une série de parties prenantes qui donnent lieu non pas simplement à des logiques de consultation et de points d'appui, mais aussi une logique de fabrique. C'est-à-dire qu'on donne à voir, quand vous évoquez les points intermédiaires, le fait de faire un prototype, ensuite de déployer, de revenir dessus, on est en plein sur les logiques d'ingénierie de projet que l'on a dans le monde industriel, très clairement, dans le monde de l'économie de service au niveau mondial, et qui se traduit progressivement dans nos univers publics, et donc qui font appui sur apprivoisement, adaptation, appropriation. Ça veut dire qu'il y a des temps d'exploration, et on voit bien qu'il y a des points qui sont encore intermédiaires, et d'autres qui sont une logique d'exploitation, parce qu'à un moment donné, il faut éminemment prouver que derrière, tout ceci génère de la valeur ajoutée, de la valeur économique, parce que sinon on disparaît du marché, de la compétitivité des territoires, parce que à ce moment-là, on perd des habitants et des actifs, et puis aussi de la cohésion sociale et du rayonnement vis-à-vis de l'extérieur. Et ce sont ces paramètres-là qui constituent la pérennisation de l'embarquement des différents acteurs dans les démarches d'innovation. En tout cas, c'est ce que nous pouvons commencer à examiner à partir de vos retours de terrain et puis des travaux académiques que les uns et les autres nous sommes amenés à conduire là-dessus. Et c'est là pourquoi il y a autant de passerelles avec notre association de recherche, mais aussi avec la chaire Optima, parce que ce soit en appui ou que ce soit une logique de caisse de résonance et de capitalisation de tout cela, mérite en effet d'être aujourd'hui promu et valorisé auprès des tiers qui, parfois, imaginent que le secteur public, c'est ringard, c'est vieillot, et il faut chercher au 3e sous-sol les vieux machins. On se rend compte qu'aujourd'hui, le service public est moderne. Merci beaucoup.